votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité Adrien Quatennens, député du Nord de la France Insoumise. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Quelques minutes d'interview et je le rappelle, ensuite vous répondrez aux questions de nos auditeurs en direct au 39 21 jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous Adrien Quatennens. Alors nous posons la question ce soir, difficile d'avoir des réponses claires, beaucoup de choses ont été dites autour de cette intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Christophe Castaner ne parle pas d'intrusion mais d'attaque. Jean-Luc Mélenchon le traite de menteur. Est-ce que dans la classe politique d'une manière générale, sur ce genre d'affaires, on ne va pas un peu trop vite en besogne ? Mais là en l'occurrence je crois que c'est M. Castaner qui est allé beaucoup trop vite et qui surtout a instrumentalisé de manière très claire la presse, votre profession, en parlant d'attaque, c'est-à-dire d'une action délibérée contre un hôpital, ce qui est extrêmement grave. Et depuis ce matin, nous avons des témoignages de personnel soignant qui démentissent clairement les propos du ministre de l'Intérieur. Et grâce à vos confrères de plusieurs journaux qui ont fait le travail, eh bien on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'attaque de la Pitié-Salpêtrière. Donc je crois que la coupe est pleine. L'année dernière, souvenez-vous-en, le 1er mai, c'était l'année où un ami de M. Macron était déguisé en policier, se sentait autorisé à taper sur les manifestants. Et hier, c'est le mensonge de Christophe Castaner qui parle d'attaque, qui est du coup un mensonge éhonté puisqu'il n'y a pas eu d'attaque de l'hôpital. Donc il y a une enquête préliminaire qui est ouverte tout de même par le parquet de Paris. Est-ce que d'une manière générale, très clairement, on a bien compris tous, la classe politique, les journalistes, l'opinion, au long de la journée, que c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait hier soir, cette affaire d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mais ce que je vous demandais, c'est est-ce qu'on ne parle pas un peu trop vite, tous peut-être, à commenter ce qui se passe en permanence ? D'abord, il faut remercier les soignants qui sont sortis du silence et qui ont pris la parole. Et d'ailleurs, je veux dire que dans le contexte, c'est même courageux de leur part de l'avoir fait. Donc ce triptyque permanent face aux mouvements sociaux, où en amont c'est dissuasion, pendant c'est répression et après c'est tentative de diversion, ça suffit. Donc ce soir, je le dis solennellement, après cet acte-là, M. Castaner ne peut pas rester et il doit démissionner. Il n'est pas digne de sa fonction, il ne se comporte pas en homme d'État, il a instrumentalisé sciemment la presse dans cette affaire, donc il doit partir sans délai. Pour vous, cette affaire de la Pitié-Salpêtrière implique une démission du ministre de l'Intérieur ? C'est extrêmement grave, je crois que c'est clair dans une démocratie. Un ministre de l'Intérieur qui instrumentalise à ce point la presse et fait porter le chapeau à un mouvement social dans ce qu'est la continuité de la tentation de la diversion que M. Castaner utilise depuis le début du mouvement des Gilets jaunes notamment, ne peut pas rester, ça a le mérite d'être clair. M. Castaner porte la responsabilité également du pourrissement de la situation et de la montée des tensions dans ce pays. Enfin, ça fait quand même maintenant près de 6 mois que si une réponse politique avait été apportée, nous n'en serions pas là. Et on voit bien aujourd'hui ce qui se passe, c'est que la faiblesse abyssale des annonces de M. Macron jeudi dernier fait que, comme c'est un flop, le gouvernement essaye de faire en sorte que la machine continue. C'est-à-dire que dorénavant, ça sera comme auparavant, on prend les mêmes et on recommence. Et dès ce 1er mai, on a de nouveau la même façon de procéder du ministre de l'Intérieur. Eh bien, ça n'est pas possible. Et après 2000 blessés parmi les Gilets jaunes, 1000 blessés parmi les policiers, qui, je dois le dire aussi à votre micro, subissent les conséquences de décisions politiques. Car les policiers, les fonctionnaires de police, ont un rôle précis qui est d'obéir à des ordres donnés. Et nous avons beaucoup de témoignages. Au-delà de la question de la Pitié-Salpêtrière et des témoignages de soignants qui ont démenti ce qu'avait dit M. Castaner, on a beaucoup de témoignages de la manifestation d'hier qui montrent qu'il y a une grande confusion régnée sur les ordres donnés aux services de police et sur les actions qui étaient passées. Et on voit bien d'ailleurs sur les images qui ont été filmées, et là elles parlent d'elles-mêmes, qu'on a affaire à beaucoup de manifestants extrêmement pacifiques qui étaient désemparés et qui ne comprenaient pas ce qui leur tombait dessus hier. Moi j'étais par exemple à Lille et c'était très calme. Alors c'était absolument calme presque partout en France. Bien sûr. On a souligné d'ailleurs ce contraste entre Paris et le reste du territoire français tout au long de l'émission hier soir pour ces manifestations du 1er mai. Si on met de côté l'affaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Peut-être pas trop la mettre de côté non plus. Juste un instant sur le reste de la manifestation par rapport au week-end qu'on a connu par le passé. Beaucoup de manifestants ont pu circuler, manifester librement. Les Black Blocs ont été empêchés. Est-ce que vous reconnaissez aux forces de l'ordre d'avoir accompli leur mission ? Non, mais encore une fois, les forces de l'ordre, elles respectent justement par définition les ordres qui leur sont donnés. Moi, je préfère d'ailleurs parler de gardiens de la paix que de forces de l'ordre. Et je pense que dans un projet politique, y compris pour la sûreté publique, c'est ce terme-là que nous devrions réhabiliter. Parce que moi, j'appelle à une désescalade. Je crois que, y compris d'ailleurs, quand on voit l'éteinte
l'état de certains commissariats, le délabrement aussi du service public en la matière, que beaucoup subissent aussi les conséquences de la politique d'austérité généralisée qui est menée depuis maintenant trop longtemps. Donc encore une fois, en République, la responsabilité, elle incombe directement au ministre, et donc c'est lui qui est responsable. Mais hier, ça s'est globalement plutôt Mais bien passé. parce que malgré les tentatives, enfin, dès hier matin, vous allumiez la radio ou la télévision, souvent, tout fonctionnait comme une dissuasion à aller manifester. Mais il y a eu du monde dans la rue. Bien sûr, malgré ça, il y a eu du monde et c'était un bien succès, passé. c'était une belle manifestation revendicative. Mais je peux vous dire, moi par exemple, j'étais à Lille, je connais des gens qui, suite au fait qu'on ait répété sans cesse que tout allait mal se passer, ont été dissuadés de manifester. Ça n'est pas normal. Je suis persuadé que la manifestation, qui est déjà une belle réussite, aurait pu être encore plus importante, beaucoup plus joyeuse encore qu'elle ne l'a été à certains endroits s'il n'y avait pas eu ces injonctions à ne pas manifester. Et puis par ailleurs, on voit bien aussi qu'il y a une tentation qui est éminemment politique. C'est de détourner l'attention de ce que sont les vrais sujets. Parce que contrairement à ce qu'a dit M. Macron, le 1er mai, c'est pas la fête de ceux qui chérissent leur travail ou je ne sais quoi. C'est la fête, c'est la journée internationale des travailleurs. On fête leur lutte et on fête aussi la question de l'avancée, de cette revendication qui est le fil rouge dans les mobilisations du 1er mai, à savoir, vous le savez, M. Béliard, la diminution du temps de travail. Or, précisément, M. Macron, jeudi dernier, a dit, au vu de tout le monde, à tout le pays, qu'à l'issue du grand débat, la conclusion qu'il tirait, c'était qu'il fallait travailler plus. Je crois qu'on est du coup nécessairement bien à côté de ce qui se passe. Travailler que par plus ailleurs, pour payer moins. Mais travailler plus pour payer moins, moi je vous dis qu'on peut non seulement mieux répartir l'effort entre tous en matière fiscale, quand aujourd'hui, vous devez savoir que 0,01% des plus riches ont un taux d'imposition inférieur à 90% de la population. Je crois qu'on aurait beaucoup à faire en matière fiscale et que par ailleurs, on doit interroger la politique de l'emploi que poursuit Emmanuel Macron. Est-ce que le tandem exonération fiscale d'un côté et précarisation de l'emploi crée de l'activité? Mais le chômage baisse, Adrien Quatennens. Mathieu Béliard, regardez la réalité des chiffres. La vérité, c'est que dans ce pays, nous avons, et je le déplore avec vous, une pénurie d'activités et d'emplois. On nous dit on n'a jamais autant recruté qu'en ce moment. C'est vrai. On recrute à peu près le double que depuis le début des années 2000. Mais à quel prix? Sur 25 millions de contrats signés en 2017, Mathieu Béliard, 17 millions, 70%, sont des CDD, accrochez-vous, de moins d'un mois. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une précarisation accrue de l'emploi. Le bonus-malus sur les contrats courts. Est-ce que vous pensez franchement qu'un bonus-malus va être efficace? Non, moi je suis par exemple sur le recours au contrat court. Si on est d'accord pour dire que le CDI doit être la règle, parce que normalement le CDI est la règle, je suis pour qu'on instaure des quotas modulables selon la taille de l'entreprise pour refaire véritablement du CDI la règle. Et par ailleurs, j'insiste, Mathieu Béliard, sur le fait que de CDI, CDD. Oui, par exemple, on pourrait imaginer que dans les PME, ce soit 10% de recours à des contrats courts, que dans les grandes entreprises, ça soit 5%, mais en tout cas, rétablir le fait que le CDI soit la règle. Et je soutiens à votre micro que la diminution du temps de travail dans la semaine ou dans la vie est non seulement bien plus efficace, mais surtout moins onéreuse en matière de création d'emplois que la politique d'exonération fiscale et sociale d'Emmanuel Macron. Par exemple, le CICE, qui coûte aux contribuables français 20 milliards d'euros par an, 40 cette année par la pérennisation. Compte tenu du nombre d'emplois que ça a créé ou maintenu, c'est à peu près 160 000 euros de dépenses publiques par emploi. C'est très onéreux, vous en convenez. Par exemple, la baisse du temps de travail, lorsqu'on est passé aux 35 heures, quoi qu'en disent certains, et même si aujourd'hui ils ont été, après les lois TEPA de M. Sarkozy, après la loi El Khomri de M. Hollande ou les ordonnances travail, ils ont été extrêmement fragilisés, ce n'est plus que de la théorie d'ailleurs les 35 heures aujourd'hui dans le pays, et bien malgré ça, lorsqu'on est passé aux 35 heures, on a créé 350 000 emplois directs. Vous seriez favorable à une nouvelle réduction du temps de travail à la France Insoumise ? Puisqu'on parlait vraiment du 1er mai, Mathieu Béliard, on voit bien que le 1er mai, traditionnellement, a été notamment la conquête effectivement de nouvelles semaines de congés payés. Depuis 1982 dans ce pays, il n'y a rien eu en termes d'avancée. Moi je suis favorable à la diminution du temps de travail. Ça pourrait passer par une 6e semaine de congés payés. Ça peut aussi passer par le fait qu'on applique réellement les 35 heures, alors qu'aujourd'hui, à temps plein, la moyenne est plutôt de 39 heures dans notre pays. Et je suis absolument persuadé... Mais on ne touche pas aux 35 heures, on ne réduit pas à nouveau le temps de travail. Moi, je pense qu'on pourrait aller vers les 32 heures. Et que d'abord et avant tout, la première étape, c'est d'appliquer réellement les 35 heures. Parce qu'aujourd'hui, les 35 heures n'existent pas. Ce n'est qu'une pure théorie dans ce pays. Et véritablement, j'insiste sur cette idée. C'est plus efficace et c'est moins cher. Je crois que à cette heure et face au chômage de masse, au fait que les contrats courts sont légion, si on partage le temps de travail, on crée véritablement de l'activité et de l'emploi. Je pense que plutôt que de dire travailler plus, ce qu'il faudrait mettre à l'ordre du jour, c'est travailler moins pour travailler mieux et travailler tous, d'autant plus que la productivité des Français est bien plus importante que beaucoup de nos voisins européens et que contrairement à ce qu'a dit M. Macron, les Français travaillent plus en emploi dans l'année que leurs voisins allemands, que les Suédois, que les Danois. Donc
on voit bien l'impasse d'un modèle qu'Emmanuel Macron poursuit. Adrien Quatennens, notre sondage réalisé par l'Institut BVA pour Europe 1, La Tribune et Orange nous apprend que La République En Marche baisse un peu, rattrapée par le Rassemblement National, 22 contre 21% d'intention de vote. Les deux listes sont en tête, il y a un match très clairement. À gauche, vous êtes en tête, 9%, la France Insoumise. La première liste de gauche n'est même pas à 10%. Oui. Alors moi, ça ne m'inquiète pas, au contraire, ça nous propulse. Il y a une ambiance de campagne, justement, tout le monde est sur le pont, désormais. Il nous reste un mois pour déjouer un piège. La survie politique d'Emmanuel Macron, maintenant, est conditionnée à son face-à-face avec Madame Le Pen. Ce piège-là, nous avons le devoir de le déjouer. Parce que nous faisons face à de grands défis, l'urgence climatique, l'urgence sociale, aussi l'urgence démocratique qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main en refusant le référendum d'initiative citoyenne. Et ces défis, nous ne pourrons pas les relever avec M. Macron ou Mme Le Pen qui court après ses alliés autrichiens qui votent la semaine de travail à 60 heures ou qui allie avec M. Salvini qui en Italie veut faire la même politique fiscale qu'Emmanuel Macron en procédant à une flat tax. Ce piège-là doit être déjoué et la France Insoumise peut et doit être l'alternative. À l'épreuve des faits, même si la formation politique à laquelle j'appartiens est parfois jugée comme excessive. Moi, je vous le dis, à l'épreuve des faits aujourd'hui, les plus sérieux, les plus raisonnables sont devant vous. C'est bien la France Insoumise. Mais à 9%, donc, vous seriez forcément déçu. Mais souvenez-vous que lors de la campagne présidentielle, à 2 mois du scrutin, Jean-Luc Mélenchon était autour de 9%. Et vous vous souvenez du score final. Donc vous voyez, les sondages créent une ambiance psychologique qui ne nous atteint pas. Moi je pense que dans ce pays, on a créé l'isoloir pour faire en sorte que chacun soit libre de son vote et ne réponde d'aucune injonction. Et on a inventé les sondages précisément pour faire l'inverse. Moi je serais par exemple pour qu'on interdise les sondages en dernière ligne droite de campagne. Parce qu'on sait très bien que plus que finalement relayer l'actualité, je pense qu'à la fin, effectivement, dans les dernières lignes droites de scrutin, ça nous permettrait à toutes et tous, et en particulier aux citoyennes, citoyens de mieux respirer. Nous avons une belle campagne à faire, je suis très fier de la liste emmenée par Manon Aubry et vous allez voir que comme d'habitude à l'huile de coude, nous allons remonter tout ça.